Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce 40e épisode qui sera le dernier de l'année. Aussi décousu que cette succession de 4 saisons aura été, on espère que vous avez pu vivre votre passion pleinement. On souhaite que nos épisodes aient su vous accompagner sur ce chemin inégal et qu'ils ont même parfois peut-être réussi à égayer ou éclairer vos journées. On tenait aussi à prendre ces quelques instants avant le début de notre conversation avec Michel Sorg pour vous remercier de vos écoutes, de vos likes, de vos messages. Chacune de vos interactions avec nous permet d'offrir de la visibilité à ce média, de le faire grandir et finalement de nous faire grandir avec lui. 2020 s'endort doucement et bientôt une nouvelle année, une nouvelle saison et de nouvelles ambitions. On souhaite que ces fêtes de fin d'année soient reposantes et rassérénantes. Juste ce qu'il faut pour gonfler la poitrine et attaquer une nouvelle année avec passion, toujours. C'est ce que nous essaierons de faire de notre côté car l'année 2021 s'annonce encore riche et intense. Nous vous réservons bien des projets. Alors nous suivrez-vous dans ces nouvelles aventures ? Pour enregistrer cet épisode, nous avons roulé jusqu'à la frontière suisse pour y rencontrer le chef d'équipe suisse de saut d'obstacles, Michel Sorg. Il me faut maintenant vous présenter Michel Sorg et je ne sais pas par quoi commencer. Son parcours est riche et passionnant. Journaliste sportif à l'origine, Michel rejoint ensuite l'équipe de rédaction du Cavalier Roman. Quelques années plus tard, il intégrera la société Artionnet, dirigée par Yannick Gerda, où il sera chargé des relations presse du nouveau champion olympique, Steve Gerda. Poursuivant son chemin et saisissant de nouvelles opportunités, il rejoigna par la suite le comité d'organisation du concours hippique international de Genève, dont il est encore aujourd'hui le sous-directeur. Enfin, last but not least, Michel Sorg est devenu depuis septembre 2020 le chef d'équipe pour le saut d'obstacles suisse. Pendant cette heure de conversation, nous avons parlé de sa passion du cheval, de sa soif, de challenge, de sport, d'éthique. Nous avons pris un plaisir immense à enregistrer cet épisode et espérons que vous en prendrez au moins autant à l'écouter. Belle écoute à tous. Cet épisode consacré à Michel Sorg est rendu possible grâce au soutien d'Alexia Hilpipre et de Sylvain Quintin, qui n'est autre que l'équipe à la tête de Manica Laser. Leur objectif, rechercher une alternative efficace et non invasive pour soigner les maux du quotidien. Le Manica Laser est un petit appareil qui est utilisé en prévention et en traitement d'un grand nombre de pathologies, telles que les tendinites, l'arthrite, les lombalgies ou encore les contractures. Il peut s'utiliser de façon quotidienne dans la pratique sportive ou en période de convalescence. Grâce à sa simplicité d'utilisation, sa longue autonomie et ses 10 programmes prédéfinis, il accompagne les particuliers et les professionnels à la maison, à l'écurie comme au concours. Il est l'outil idéal pour votre bien-être et celui de vos animaux. Fun fact, Lorelai, à l'occasion d'un jeu concours, avait remporté la possibilité de tester le produit il y a quelques mois et elle me dit dans l'oreillette qu'elle l'a complètement validé. Patrice Delaveau, vice-champion du monde à Caen, le docteur Vincent Goudin, vétérinaire sportif de haut niveau, Franck Schwilwert, coach expert fédéral, mais aussi sa fille Laure, utilisent et font déjà confiance à Manica Laser. Alors, pourquoi pas vous ? Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur manica-laser.com ou n'hésitez pas à les contacter sur leur page Instagram. Alexia et Sylvain se feront une joie d'échanger avec vous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions donc pour le podcast I Am an Equestrian. Je vais essayer de vous introduire et vous me direz si j'ai tous les éléments. Vous avez 35 ans, vous êtes papa de 2 petits garçons, vous êtes un très très grand passionné de sports équestres, ça c'est sûr. Des sports équestres, on a un peu le sentiment que vous en connaissez presque toutes les aspérités. Vous avez vous-même été cavalier amateur, vous avez été speaker sur des compétitions, vous avez été journaliste équestre pendant plusieurs années et notamment pour le compte du Cavalier Roman, le magazine suisse. Et puis vous avez rejoint le comité d'organisation du CHI de Genève et plus récemment, très récemment, même depuis septembre il me semble, vous occupez la fonction de chef d'équipe pour le saut d'obstacles suisse. Quel parcours déjà ? Ouais, dit comme ça bout à bout, oui, il y a quelques expériences en effet qui sont enchaînées et chacune a apporté quelque chose à la suivante ou à compléter en effet les choses. Après, de là à dire qu'on connaît toutes les facettes des sports équestres, je crois que personne ne les connaît jusqu'au bout du parcours, ouais. Mais voilà, en effet, il y a quelques facettes que j'ai côtoyées, que j'ai eu la chance de côtoyer plutôt.
Pour commencer, du coup, cette interview, on aimerait bien savoir comment est-ce que l'on devient chef d'équipe pour la nation qui compte pas moins que les numéros 1 et 2 mondiaux dans son équipe à seulement 35 ans. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le fil de votre histoire? À quel moment vous vous êtes passionné pour l'animal cheval et comment se sont construits et donc succédés, comme vous nous le disiez à l'instant, les grands chapitres de votre vie professionnelle? En fait, le cheval, au départ, c'est une rencontre qui s'est faite complètement au hasard. J'avais un copain qui faisait des promenades au-dessus de Lausanne, capitale olympique. Et un jour, il m'a dit, tu veux pas venir avec moi? Mais j'avais à peine 10 ans, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Puis je suis allé me promener, donc il y avait pas besoin de savoir monter à cheval. C'était des gentils chevaux sur lesquels on nous mettait un casque sur la tête, et puis on nous disait, allez, vous suivez, et les chevaux suivaient tout gentiment. Donc ça a commencé comme ça, et mes parents m'ont dit, mais tu voudrais commencer à monter à cheval? Puis, vraiment en prenant des leçons, et en fait... Au départ, ça me disait pas plus que ça. Ça m'intéressait simplement d'aller côtoyer l'animal. Et un jour, tout à coup, j'ai terminé une des promenades et j'ai dit à mes parents, oui, j'aimerais bien prendre des leçons. Puis là, j'ai commencé donc dans la région de Lausanne, au chalet d'Agobet. Et là, j'ai commencé à monter et vous avez bien fait de dire que c'était la passion pour le cheval parce que au-delà du sport et de monter à cheval, c'est vraiment l'animal qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je monte plus à cheval ou pratiquement plus, c'est vraiment très très rare. Par contre, je passe des heures aux écuries à être avec les chevaux comme mon temps le permet et même sur les concours, si j'ai la possibilité d'aller dans les écuries, j'aime être au contact des chevaux. Donc voilà, ensuite j'ai fait des concours au niveau amateur jusqu'à ce qu'on appelle R4 au niveau suisse, c'est-à-dire jusqu'à 130, 135. Cavalier amateur qui plus, prenait... Oui, voilà. Après, pas de grands résultats à ce niveau-là. Je suis rentré en piste, j'ai fait les parcours et surtout, je me faisais plaisir, ce qui était la base. Et mon entraîneur de l'époque, qui s'appelait Michel Paulien, m'a un jour dit Michel, toi qui parles tout le temps, est-ce que tu voudrais pas être speaker pour notre concours interne? C'était un petit concours qui se passait aux écuries de Malapalus, ça s'appelle. Et j'ai dit, pourquoi pas, mais j'y connaissais rien. Et en fait, je me suis mis derrière le micro et il y avait un organisateur d'un autre concours voisin qui était là, qui m'a demandé. Et après, de fil en aiguille, j'ai réussi à me faire une place en tant que speaker en Suisse romande. Et ce job de speaker, en fait, m'a permis du coup de rencontrer des gens qui m'ont ouvert de grandes portes, notamment Alban Poudret, qui est le rédacteur en chef du Cavalier en Mande dont vous parliez tout à l'heure, et qui m'a permis du coup d'écrire pour son magazine, d'intégrer son équipe en tant que véritable employé, et qui m'a ouvert les portes aussi du comité d'organisation de Genève. Et en parallèle de tout cela, j'étais journaliste sportif, généraliste au départ, puis sportif. J'ai travaillé en télévision et en radio en Suisse. Et toujours en parallèle, j'ai gardé les sports équestres en tant que speaker et pour ses activités journalistiques et au comité de Genève. Et puis en 2012, au détour d'un repas avec Sophie Motu-Morel, la directrice du concours, je lui ai dit, mais tu sais, moi, travailler pleinement pour le CHI de Genève, ce serait vraiment un rêve absolu. Et puis, il se trouve que, voilà, peu de temps après, on a mangé à nouveau ensemble. Et puis elle m'a dit, écoute, voilà, on a un poste qui va se créer et bienvenue dans l'équipe. Donc l'aventure a commencé comme ça. Pour le CHI de Genève, au départ, je m'occupais de la communication et du sport en tant qu'adjoint des deux responsables. Et puis depuis 4 ou 5 ans maintenant, je suis sous-directeur. Et ensuite est venue la demande de m'occuper de tout le côté sportif de la discipline saut d'obstacle à la fédération. Et un jour, Andy Kissler, mon prédécesseur à ce poste de chef d'équipe, au détour d'une réunion d'une association de soutien au saut d'obstacle suisse, m'a dit, Michel, je vais arrêter après les Jeux Olympiques de Tokyo, qui auraient dû avoir lieu l'été dernier. Alors déjà, j'étais un petit peu surpris parce que j'imaginais pas forcément ça. Et il m'a dit, je te verrais bien reprendre le job. Et d'abord, j'ai rigolé parce que je me disais que c'était pas tellement une chose que je pouvais envisager et peut-être pas non plus déjà à ce moment-là. Mais on a discuté ensemble et après, au fil du temps, évidemment, la petite graine a été plantée. Et du coup, je me suis dit que quand même, c'était quelque chose qui pouvait peut-être pas se refuser. Et c'est l'année dernière au CHIO d'Aix-la-Chapelle, qui est le concours par excellence pour moi, où tout à coup, j'ai eu un déclic et je me suis dit, Michel, il faut pas passer à côté de cette proposition. Ensuite, sont suivis les entretiens avec les instances de la fédération suisse. Il a fallu présenter un projet. J'ai parlé aussi avec certains cavaliers pour connaître leur opinion aussi.
de l'équipe. Et puis voilà, devenu chef d'équipe. Voilà, c'était résumé, c'était peut-être un peu long, peut-être un peu court, je sais pas. C'est parfait. Et la transition est parfaite. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur justement votre rôle en tant que chef d'équipe suisse que vous avez pris il y a donc quelques mois effectivement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle et vos missions ? Alors, de manière assez simple, je dirais qu'un chef d'équipe, c'est comme un sélectionneur dans n'importe quel sport. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quel athlète participe à quelle compétition. C'est la même chose qu'au football, c'est la même chose qu'au tennis avec la Coupe Davis, par exemple, ou d'autres sports par équipe. Donc ça, c'est la première chose, c'est décider qui participe aux Coupes des Nations, qui participe au championnat. C'est décider qui fait partie des cadres, donc qui fait partie de l'équipe. On en a 26 en Suisse, donc c'est un cadre assez large, 24 dans l'élite et 2 dans l'espoir. Et ensuite, il y a tout le travail, je dirais, administratif autour de la profession. Parce que c'est pas seulement arriver au concours les mains dans les poches et regarder la Coupe des Nations. Il faut la préparer. Alors je suis pas tout seul pour le faire, mais voilà, il faut préparer les voyages. Il faut bien être au courant du programme des épreuves. Il faut discuter avec les cavaliers des chevaux qui vont prendre, des épreuves auxquelles ils vont participer jour après jour durant les compétitions. Et ensuite, c'est, je dirais, surtout être un partenaire de tous les cavaliers, c'est-à-dire être une oreille. Moi, ça m'intéresse pas seulement d'être le sélectionneur qui seulement décide. Moi, ce que je veux, c'est créer une relation avec chacun et que la communication soit au cœur de cette relation avec l'équipe. Et je dis pas du tout ça en l'air. C'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément et sur lequel j'ai insisté avec les cavaliers. C'est que j'ai envie vraiment d'être à leur écoute et qu'ils soient à mon écoute aussi et qu'on puisse échanger, que ce soit positif ou négatif, parce que un sélectionneur, il y a des moments super et c'est très facile d'expliquer à quelqu'un qui va pouvoir être sélectionné pour aller à la bowl. Par contre, c'est plus compliqué d'expliquer à quelqu'un qui ne va pas être sélectionné pour aller à la bowl ou pour un championnat. Donc c'est aussi ça que je mets au cœur de mon mandat, la communication, et puis de dénicher aussi de jeunes talents. Ça, c'est vraiment une des choses que j'ai mis au cœur de mon mandat et dont on a beaucoup parlé avec Thomas Fuchs, qui est le coach de l'équipe. On a vraiment envie de faire émerger des jeunes qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller justement dans les grands concours, et les Coupes des Nations nous permettent de faire cela. Après, il faut trouver la bonne balance entre emmener quelqu'un assez tôt et l'emmener trop tôt, parce que si vous emmenez un jeune trop tôt dans un concours de très haut niveau, ça peut aussi être un cadeau empoisonné en quelque sorte. Puis après, il n'y a pas que les jeunes, il y a des cavaliers de talent qui ont peut-être moins de moyens, moins de chevaux. Et ceux-là aussi, on a envie d'avoir un œil sur eux. Là, on a intégré, il y a un nom qui me vient à l'esprit, un cavalier, la partie alémanique de la Suisse qui s'appelle Matthias Schibli, qui a un cheval de très bon niveau, mais qui est un cheval de Grand Prix. Et on s'est dit, voilà, il a été excellent lors de cette saison 2020. On va lui donner sa chance dans le cadre. Donc voilà, c'est un peu tout ça, chef d'équipe, et en tout cas, c'est pas une journée qui ressemble à l'autre. Et après, sur le concours, évidemment, il y a plein de choses à faire, parce que la communication aussi, il faut parler avec les cavaliers, comprendre aussi comment ils ont appréhendé telle ou telle épreuve, ce qui s'est passé, quand ça s'est bien passé et quand ça s'est moins bien passé. Donc voilà, mais je pourrais vous en dire plus dans quelques temps, parce que maintenant, je suis aussi en train de découvrir certaines choses qui se passent, mais en tout cas, c'est passionnant. Lorsque vous avez été pressenti pour reprendre ce poste de chef d'équipe, et notamment lors de la conférence que vous avez donnée, ou la conférence de la passation entre à Genève, entre votre prédécesseur et vous à Genève, on était là. Vous aviez abordé le fait que vous avez dû élaborer un programme qui s'était établi sur 4 axes: le sport, la promotion des talents et des espoirs, la gestion d'image, ainsi que le relationnel et le management. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de ce programme sur lequel vous aviez travaillé? Quelles étaient vos ambitions et vos projections quand vous avez commencé justement à envisager votre prise de poste? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, c'est une discussion avec Andy Kistler. Ensuite, c'est des discussions, je dirais, informelles avec les responsables de la fédération. Et ensuite, ils m'ont dit, mais maintenant, comment tu vois la suite avec cette équipe? Sur quoi tu veux axer ton projet? Le côté sportif, je dirais, c'est quelque chose qui est commun à n'importe quel sélectionneur, c'est atteindre des objectifs, c'est-à-dire des médailles dans les championnats. On aimerait vraiment, avec la Suisse, décrocher à nouveau une fois un titre avec l'équipe. Il y a une magnifique médaille, mais là, c'est vrai qu'accrocher un titre par équipe, ce serait quelque chose de formidable. Il y a avoir des cavaliers haut niveau dans le top 100, dans le top 50, mais ça, je dirais, c'est la base, et c'est évidemment ce
ce qu'on demande au départ à un sélectionneur, c'est d'atteindre des objectifs sportifs. La promotion des talents et des jeunes athlètes, ça j'en ai parlé, je crois que c'est primordial parce que si on veut construire l'avenir, on est obligé d'avoir un œil. Moi, je suis très proche des responsables de la relève en Suisse et j'ai vraiment envie d'avoir une relation proche avec eux aussi à l'avenir pour dénicher ceux qui pourront, dans un futur plus ou moins proche, apporter quelque chose à cette équipe de Suisse. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que le système actuel ne permet pas aux jeunes talents ou aux cavaliers talentueux qui ont moins de moyens ou qu'un seul cheval de pouvoir prendre part aux grosses épreuves que l'on connaît. Donc la seule possibilité, à nouveau, c'est de faire des Coupes des Nations ou d'avoir quelqu'un qui vous pousse pour vous permettre de franchir cette étape-là. Parce que c'est pas en allant taper à la porte d'un 5 étoiles qu'on va vous dire, bien sûr, bienvenue, je vous en prie, rentrez sur la piste et venez avec vos 3 chevaux. Et ensuite, en effet, il y a toute la partie relationnelle, management dont je viens de parler un peu, la partie gestion d'image, parce que je pense qu'on peut encore mieux faire rayonner notre sport. Là, je vais parler de la Suisse. J'aurais pas la prétention de parler à l'international, mais en Suisse aujourd'hui, on a Steve Gerda numéro 1 mondial et Martin Fuchs numéro 2. Quel autre sport peut se targuer d'avoir les 2 meilleurs mondiaux dans son pays? En Suisse, l'équitation est le sport, en tout cas un des sports les mieux représentés au niveau international. Bien sûr, il y a Roger Federer qui n'a pas besoin de présenter. L'idée n'est pas de faire des comparaisons, mais je pense que au point de vue de l'image de notre sport et des médias, on peut aller beaucoup plus loin. Et de par mon passé dans les médias, il y a peut-être moyen justement d'essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu mieux mis en valeur et qu'on parle un peu plus des cavaliers, de leur parcours, de l'entourage et qu'on suive un peu plus leur performance, pas seulement celle de Steve et Martin, qu'il faut évidemment suivre et en priorité, mais aussi peut-être tout ce qu'il y a autour. Et j'espère qu'on arrivera à faire un bout de chemin avec ça. Et ça passe aussi par les cavaliers, c'est-à-dire que si on parle de Steve et Martin, leur communication est extrêmement bien gérée, mais peut-être d'autres auront besoin aussi d'un coup de pouce. Et venant de la communication, peut-être que ce coup de pouce-là, je peux aussi leur donner peut-être quelques conseils s'ils le souhaitent. Je pousse personne à le faire, mais par contre, je veux qu'ils sachent que je suis là. Et si on tire tous à la même corde de cette équipe de Suisse, je pense qu'on arrivera à franchir une petite marche supplémentaire dans la promotion de notre sport, parce que c'est aussi ça, évidemment, qui est la clé pour que notre sport puisse continuer à se développer. On va y revenir, on vous a préparé une petite question à ce propos-là. Mais d'abord, je voulais quand même revenir sur un point que vous soulevez et auquel vous êtes très attaché, il me semble, c'est donc la jeune génération. Vous avez très envie de pousser les jeunes cavaliers à se développer, notamment en Suisse. On le sait, l'équitation, c'est un sport qui peut se pratiquer extrêmement tard. Il y a de nombreux très bons jeunes cavaliers, que ce soit en France ou en Suisse. Je pense notamment au brillant cavalier Brian Balsinger, qui est très en forme en ce moment. Comment est-ce qu'on fait en tant que chef d'équipe suisse, en l'occurrence, pour pousser ces jeunes cavaliers à être sur le devant de la scène et à les mettre en avant pour que eux aussi arrivent à atteindre une équipe senior aussi forte que celle actuelle? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la première chose, c'est que là on vient de dévoiler il y a quelques semaines maintenant les cadres pour l'année prochaine, et on a envoyé justement ce signal en mettant notamment Edouard Schmitz et Lynn Hoth, non pas en les laissant encore une année supplémentaire dans le cadre espoir, mais en les mettant dans le cadre élite. Donc déjà là on leur envoie un signal que on compte sur eux et qu'on estime qu'ils peuvent apporter quelque chose à cette équipe. Ensuite, on a 2 jeunes cavalières qui sont dans le cadre espoir. Et ensuite, c'est justement d'avoir l'œil sur ce qui se passe derrière chez les moins de 21 ans, chez les jeunes cavaliers. On a la chance d'avoir quand même Thomas Fuchs comme coach de l'équipe. Est-ce qu'il faut le présenter? Pour moi, je suis peut-être pas très objectif, mais je crois pas être le seul à penser ça. Si ce n'est en tout cas, l'un des meilleurs coachs du monde. Donc lui, évidemment, à l'œil, et c'est aussi ce qu'il faut dire aux concurrents pour que les concurrents continuent à gravir les échelons. Ça passe par les entraînements des cadres auxquels tout le monde participe. On a organisé des entraînements de cadres cet été, vu que la saison était un petit peu plus calme, et on va en réorganiser en janvier et février. Ça veut dire que même si ces cavaliers-là ne s'entraînent pas avec Thomas Fuchs, ils peuvent bénéficier de ses conseils sur des entraînements spécifiques par groupe.
Et ensuite, ces jeunes, à un moment, il faut les lancer dans le bain. On a la chance, notamment en Suisse, d'avoir plusieurs concours de niveau 5 étoiles, mais je dirais 3 qui permettent de le faire, avec Genève en décembre, Bâle en janvier et Saint-Gall au mois de mai. Et c'est dans ces concours-là aussi qu'on doit les lancer dans le grand bain. Là, la semaine dernière, on était à Villamoura. À Villamoura, on a lancé une équipe très jeune. On aurait pu très bien se dire, lançons une équipe avec un potentiel sportif peut-être plus aguerri et en tout cas avec plus d'expérience, mais si on laisse pas la chance à des jeunes dans un CSIO 3 étoiles de faire leurs preuves ou en tout cas de prendre du métier, on va jamais le faire. Donc la balance va être compliquée, comme je disais tout à l'heure, entre amener un jeune trop rapidement ou au bon moment. C'est vraiment la limite, elle est vraiment très très fine. Mais c'est en leur ouvrant les portes de concours de ce niveau-là et en essayant, tant que faire se peut, de faire leur promotion un peu dans certains événements où ils pourraient pas forcément avoir la possibilité de se rendre, que ce soit des 3 étoiles relevées, des 4 étoiles. Et je connais bien la problématique des organisateurs. Il y a toujours plus de demandes que de places. Mais si on arrive à les confronter un peu aux meilleurs dans des CSIO, soit en effet de niveau 3 étoiles comme on l'a fait là à Villamoura, soit pourquoi pas, vous voyez, en les prenant dans les CSIO 5 étoiles qu'on va disputer, peut-être pas dans l'équipe qui disputera la Coupe des Nations, mais en tant que 5e ou 6e cavalier de l'équipe, parce que parfois on peut en prendre 6, pour aussi qu'ils voient comment ça se passe dans ce genre de concours. Parce que c'est une chose de les monter, mais aussi de voir dans les coulisses comment se passe un concours comme la Baule. C'est pas la même chose qu'un concours national en Suisse, ou même qu'une Coupe des Nations de la relève, avec tout le respect que j'ai pour ces épreuves. Mais il y a cette formation-là aussi qui est importante. Vous l'évoquiez il y a quelques minutes, la Suisse fait partie des nations européennes et internationales extrêmement puissantes et très fortes dans les sports équestres actuellement et depuis des années maintenant. Steve Gerda et Martin Fuchs qui occupent depuis plusieurs mois d'affilée les premières et deuxièmes places de la ranking, et puis tous les brillants jeunes cavaliers que vous venez de citer, notamment Brian Balziger et d'autres. De votre point de vue, comment est-ce que on explique cette régularité et cette dynamique, cette inertie que la nation suisse a dans les sports équestres et dans le saut d'obstacles ? Si vous regardez déjà les 3 cavaliers que vous venez de citer, Steve Gerda, Martin Fuchs et Brian Balziger, parce que là j'ai pas parlé de Brian Balziger dans les jeunes talents parce qu'il est déjà tellement l'un des piliers de l'équipe qu'il a déjà passé en fait les échelons dont on venait de parler. Mais ces 3 cavaliers sont déjà issus de familles de cavaliers. Ils ont grandi dans des écuries et on leur a pas non plus tout de suite tout mis dans les mains pour arriver tout de suite tout en haut. Ils ont dû faire leurs preuves, ils ont dû prouver aussi qu'ils avaient les compétences d'arriver au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Mais Steve, son papa, c'est Philippe Gerda. Faut pas le présenter, surtout à vous en France avec tout ce qu'il a fait pour cette équipe. Martin, son père, c'est Thomas Fuchs. Brian, son père, c'est Thomas Balziger, qui est aujourd'hui en Suisse un des entraîneurs les plus réputés aussi. Donc on a déjà sur ces 3 noms une base évidemment très très solide et des gens qui ont un bagage très intéressant. Mais ensuite, ce qui est aussi intéressant en Suisse, c'est qu'on a je dirais un système à la base qui fonctionne très bien dans les clubs, dans les concours aussi de formation pour les plus jeunes, avec des épreuves qui leur sont réservées. Et ça, on doit y faire attention. C'est pour ça que je parlais de la promotion du sport. C'est pas seulement de faire de la publicité pour le sport de haut niveau, c'est aussi intéresser les gens à notre discipline pour qu'ils comprennent que finalement monter à poney ou faire des heures à cheval au départ, c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut sembler inaccessible, mais qui en fait est accessible. Après, évidemment, par la suite, les choses deviennent parfois un petit peu plus compliquées pour mener un jeune tout en haut. Mais je dirais, on a vraiment une très bonne base de formation en Suisse et on a d'excellents coachs aussi ensuite chez les poneys, children, juniors, jeunes cavaliers. Aujourd'hui, on a vraiment un système qui fonctionne bien avec une chef d'équipe qui est Cornelia Nutz, 3 coachs qui sont Thomas Balziger, qui est le coach de la relève, Christian Sota, qui n'est plus à présenter non plus en Suisse, qui a fait un énorme travail en tant que chef d'équipe, en tant que coach avec la relève, et Jürg Nutz, aussi marchand de chevaux et entraîneur, aussi réputé lui-même champion d'Europe avec la relève il y a quelques années maintenant. Je ne veux pas dire quand c'est, parce qu'il va pas être content sinon.
Mais je dirais, on a cette base-là et ce suivi qui permet, d'amener les jeunes à franchir les différentes étapes. Et quand vous avez dans un pays 2 moteurs comme Steve Gerda et Martin Fuchs, vous avez qu'à entendre l'ambiance qu'il y a par exemple à Palexpo quand ces deux-là, pour ne citer que, ou Brian maintenant qui aussi commence à se faire un véritable nom. Je veux dire, ce sont des stars pour ces enfants et des vrais moteurs, pas seulement parce qu'ils montent bien, mais aussi parce qu'ils sont sympas avec leurs fans, parce qu'ils vont à leurs rencontres, parce qu'ils ont aussi très bien compris l'importance de ce système-là. Si on a des cavaliers de tête qui sont brillants à cheval, mais qui à côté sont beaucoup plus fermés ou ne font pas la promotion de leur sport et du juste sport, ça va être plus compliqué d'intéresser la relève. Alors que eux, Steve Martin en tête, Brian aussi, sont des gens qui font attention naturellement à tout cela et qui ont envie de se battre pour leur sport et leur sport juste. Et je pense que ça donne beaucoup d'envie. Et si vous parlez avec Brian, il vous dira toujours que le parcours de Steve l'inspire depuis qu'il est tout petit. Et je suis sûr que ça a une petite part, en tout cas, d'intérêt dans ce qu'il fait. J'ai envie de rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. J'ai assisté un certain nombre de fois au Top 10 à Palexpo. Je n'ai jamais vu un seul concours où un cavalier faisait l'objet d'une telle ovation par ses fans. Steve Gerda en Suisse, c'est vraiment c'est une icône. Est-ce que ces cavaliers-là, comme Steve ou Martin, tirent aussi les cavaliers vers le haut? Est-ce qu'il y a une relation entre eux et pas forcément un coaching, mais en tout cas de la communication entre eux? Énorme. Alors déjà, oui, c'est sûr, quand Steve rentre en piste à Palexpo et pour avoir eu la chance d'être speaker à de nombreuses reprises, je veux dire que c'est toujours quelque chose d'annoncer son entrée et c'est une icône. Et là, en Suisse romande, dans la partie francophone, encore plus, même si c'est déjà énorme en Suisse alémanique, mais ici, c'est vraiment une star et pas que dans notre milieu. Mais oui, il faut les voir agir en équipe. Alors, j'étais pas impliqué dans l'équipe avant cette année, donc je veux pas commencer à parler de choses que je n'ai pas vues, mais pour avoir quand même été sur passablement de concours, il est là pour coacher si les cavaliers en ont besoin, mais sans se mettre en avant. Il est là pour les écouter, il est là pour les motiver. Et Martin, pareil, ce sont des moteurs de cette équipe, mais qui ne vont pas prendre une place plus grande que celle que celui en face veut leur laisser. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et ce sont des gens francs, c'est-à-dire qu'ils vont dire les choses en les disant normalement, mais ils vont pas faire 3 détours. Ils vont dire les choses pour que l'équipe puisse aller en avant. Et on parle de sport d'élite, donc il faut être comme ça. Donc ça, c'est une certitude que ça apporte aussi quelque chose. Et quand vous allez un CSIO à Rome, par exemple, pour ne pas parler d'un CSIO de division 1 qui compte pour la qualification, et que tout à coup, peut-être à Rome, vous laissez la place à un cavalier qui n'aurait pas la possibilité justement de faire d'autres Coupes des Nations, pour lui, c'est extraordinaire parce qu'il se retrouve à avoir, en l'occurrence, Steve Gerda ou Martin Fuchs qui vient et qui lui dit, voilà, là, qu'est-ce que tu penses faire? Ah, mais est-ce que tu crois pas que plutôt il faudrait essayer de faire comme ça? Allez, motive-toi, ça va aller. Enfin, c'est énorme pour un cavalier d'avoir des athlètes de ce niveau-là, avec une expérience de ce niveau-là, qui sont là pour coacher et pour faire l'entourage, mais de nouveau, tout en restant à leur place. C'est-à-dire qu'ils vont pas bomber le torse en disant je suis Steve Gerda, je suis Martin Fuchs, écoutez-moi. On est à l'opposé absolu de ça. Ils vont le faire s'ils sentent qu'en face il y a besoin, et ils vont le faire sans être professoral, sans dire c'est absolument comme ça que tu dois faire. Ce sera dans l'échange et dans la communication. Et c'est exactement la relation d'ailleurs que j'ai avec eux. On se parle de tout, déjà avant, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais là aussi maintenant en tant que chef d'équipe, on se parle plusieurs fois par semaine, en tout cas plusieurs fois par mois, pour des choses plus ou moins anecdotiques, mais qui au final sont importantes pour l'équipe et pour le sport. Donc c'est sûr qu'ils sont de vrais moteurs à ce niveau-là aussi. À vous écouter, j'ai le sentiment que la dynamique d'équipe et les représentations des équipes dans les grandes échéances Coupe des Nations, championnat, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous et notamment donc pour Steve et pour Martin. On l'évoque souvent, nous, dans les interviews, il y a maintenant des circuits, il peut y avoir un peu des conflits d'intérêts, on va dire, pour les cavaliers, entre les grands circuits comme le global et les circuits de Coupe des Nations, de championnat, etc. Quelle est votre position face à ça en tant que chef d'équipe? Est-ce que vous encouragez vraiment vos cavaliers à porter les couleurs suisses et à courir en équipe? Alors, je vais pas dire avant tout en équipe, mais notamment en équipe.
Je pense que pour un athlète, quel qu'il soit, porter la couleur de son pays a plus de valeur que n'importe quoi. Je veux dire, si vous proposez à un tennisman de jouer la Coupe Davis, si vous proposez à un footballeur de faire partie de l'équipe nationale, sont des choses qui pour un athlète le font vibrer. C'est pour ces choses-là qu'on fait ce sport. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une Coupe des Nations et les épreuves par équipe sont des choses qui nous permettent aujourd'hui d'être un sport olympique. Si un jour les Coupes des Nations disparaissent, comment est-ce qu'on va faire pour justifier le fait d'avoir une épreuve par équipe aux Jeux Olympiques? Et je pense que la plupart des cavaliers en sont bien conscients. Moi, je ne jugerai pas un cavalier qui veut faire les circuits parallèles comme le Global Champions Tour, comme vous venez de dire. C'est la liberté individuelle du cavalier. Je comprends aussi les raisons pour lesquelles il le fait. Il y a des raisons de points rankings, il y a des raisons aussi parfois financières qui rentrent en ligne de compte, ou aussi simplement pour pouvoir participer à des 5 étoiles. Donc je suis pas là pour juger ça, et je vais pas commencer à faire une bataille avec un cavalier qui participe au global, pour citer ce circuit-là, évidemment, qui est le plus réputé et celui qui rentre parfois en conflit le plus direct. Par contre, là où je vais être intransigeant, c'est un peu trop fort, mais en tout cas où je vais vraiment faire attention à ce que ça se passe comme je le souhaite, c'est que si je demande à un cavalier de venir en Coupe des Nations pour porter la veste de l'équipe de Suisse, et puis une fois, 2 fois, 3 fois, il me dit non parce qu'il veut aller participer au circuit individuel, là, ça va pas aller. Et ça, c'est clair et net, et je l'ai déjà dit, parce qu'on est là pour défendre les couleurs d'une équipe. Et ce qu'on veut tous, cavalier, coach, chef d'équipe, instance dirigeante, c'est être le plus performant en championnat. Si vous n'avez fait aucune Coupe des Nations avec l'équipe de Suisse, vous pouvez pas arriver en championnat et être dans l'équipe. C'est impossible. Enfin, être dans l'équipe, oui, vous pouvez être sélectionné, mais vous pouvez pas avoir participé à l'esprit d'équipe qui fait la réussite d'une épreuve. Pour créer le Swiss Team Spirit qui m'est si cher, on est obligé de se voir et de partager des choses ensemble, parce que c'est pas sur une épreuve au championnat d'Europe à Riesenbeck, en espérant qu'ils aient lieu l'année prochaine, qu'on va pouvoir créer cet esprit de groupe et que tout le monde tire à la même corde. Mais de nouveau, je ne vais pas me battre pour qu'ils ne le fassent pas. C'est la liberté de chacun. Certains dans l'équipe de Suisse ne participent pas au global, d'autres y participent. C'est leur choix. Par contre, s'il leur est demandé de venir en Coupe des Nations, il faudra qu'ils le fassent. Et je pense pas que ça sera un gros problème, parce que tous sont fiers de porter cette veste, et une victoire, je peux pas parler à leur place, mais je pense qu'une victoire par équipe à Saint-Gall devant notre public sera plus forte qu'une victoire dans la Global Champions League dans un concours du circuit. Et ça, tous le savent, et ils n'ont pas besoin d'être motivés pour ça. L'année 2020 touche à sa fin, et si elle n'a pas toujours été très joyeuse, nous concernant, nous avons eu l'occasion de partir à la rencontre de pas moins de 23 personnalités remarquables. Et tous ces épisodes ont été soutenus par des entreprises et marques partenaires. C'est pourquoi c'est à eux que nous avons envie de penser aujourd'hui, en les remerciant tout particulièrement, car sans leur soutien, cette aventure n'aurait pas été possible. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année nous a aussi permis de lancer notre agence de production de podcasts de marque, Éclat Agency, qui nous permet notamment de produire des podcasts pour le service Equiresources de l'IFCE, pour Véronique Bartin et Jean-Pierre Tiffon, experts en équitation Alexander, ou encore pour la brillante Élodie Ipsayen avec le podcast Allodis. Mais ce n'est pas terminé. 2021 s'annonce aussi belle et pleine de projets. Merci de m'avoir écouté durant cette courte pause, et je vous laisse en compagnie de Michel Sorg pour la suite de notre conversation. Lors de notre échange avec le chef de piste Grégory Baudot, on a évoqué un certain nombre Excellent chef de piste. Excellent. On a évoqué un certain nombre de sujets et de problématiques concernant l'évolution des sports équestres, notamment la multiplication des compétitions, les parcours qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus gros et contraignants pour les chevaux, la question des guides postérieurs, etc. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on est actuellement dans l'un des grands tournants de nos sports équestres ? Aujourd'hui, rien que depuis que j'ai commencé à aimer ce sport et aimer ce sport de haut niveau, vous l'avez dit, j'ai en fait que 35 ans, donc ça fait pas non plus 50 ans que je suis ce sport et que je le pratique. Mais la multiplication des concours de niveau 5 étoiles, elle est hallucinante, voire effrayante, parce que sans concours de niveau 5 étoiles,
personnellement, je trouve déjà que ça dévalorise dans les faits le niveau des compétitions. Je parle souvent de tennis parce que c'est un sport que j'aime énormément, mais on est beaucoup plus régulé dans les grands chelems, dans les Masters 1000, dans les ATP 500. Enfin, il y a des véritables niveaux qui ont une véritable valeur. Et aujourd'hui, vous avez des concours de niveau 5 étoiles. Dès le moment où vous dépassez une certaine dotation, ils valent la même chose. Mais de nouveau, pour moi, gagner Aix-la-Chapelle, gagner Chantilly, gagner La Baule n'a pas la même valeur que gagner un autre 5 étoiles qui n'a pas une histoire ou qui n'a pas une âme ou qui n'a pas réuni les meilleurs. Pourtant, il vaudra exactement pareil dans le classement mondial. Donc déjà, vous avez ce premier problème-là. Ensuite, vous avez le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que les 5 étoiles sont réservées aux cavaliers de l'élite. C'est normal qu'ils y aient leur place. Mais ensuite, le reste, on sait très bien que dans beaucoup de concours, ce sont des cavaliers qui payent pour s'y rendre. De nouveau, c'est un business plan, c'est quelque chose qui existe. Moi, je préfère pour me battre ce pour quoi je crois et non pas contre quelque chose auquel je ne crois pas. Mais je pense qu'on doit se poser les bonnes questions pour revenir aux cavaliers que je vous disais, aux cavaliers de la relève ou aux talents qui n'ont pas les moyens, de se dire, mais ces cavaliers-là, aujourd'hui, s'ils veulent gravir les échelons du classement mondial pour que leur soient ensuite ouvertes les portes, ils ont presque aucune chance. Et ça, c'est aberrant. Vous trouverez pas ça dans d'autres sports. Dans d'autres sports, le talent et la méritocratie priment sur le pouvoir financier de l'athlète. De nouveau, qu'une partie du business plan d'une compétition soit ainsi, je suis personne pour le juger. Mais on devrait, en fait, avoir un quote-part qui soit ouvert justement à ces cavaliers méritants qui puissent pratiquer leur sport et montrer que eux aussi ont le niveau d'être là. Après, dans la difficulté des parcours, dans les guettes postérieures, c'est plus les personnes, je dirais, qui sont impliquées techniquement qui doivent répondre à ce genre de questions. Mais je pense qu'en effet, alors dans les parcours, je pense que on a la chance d'avoir une bonne génération là de chefs de piste qui font Grégory Baudot en tête, mais qui font du super travail. On a Louis Connix qui vient à Genève, qui sont des constructeurs, des chefs de piste qui font ça dans la finesse et puis non pas le mètre 65 avec le mètre 70 de large avec des barres lourdes. On n'en est plus à ça. Et puis les guettes postérieures, en effet, bien sûr, il faut que ça soit régulier. On fait marche avant, on fait marche arrière, on fait marche avant, on fait marche arrière. J'espère qu'on va continuer à faire marche avant pour trouver de nouveau un bon équilibre entre ce qui peut être autorisé et ce qui ne doit pas être autorisé. On peut pas non plus partir du postulat que les gens souhaitent tricher. C'est pour ça qu'il faut pas non plus aller trop loin dans ces démarches-là, mais il faut une démarche juste et il faut mettre autour de la table des acteurs des sports équestres et pas seulement des gens qui sont dans des bureaux. Il y a une problématique qu'on n'a pas encore abordée avec vous et là je vais faire un bond dans le temps, je vais rebondir sur un épisode de notre podcast L'écoute qui sort en partenariat avec l'Éperon et qu'on aura sorti juste quelques jours avant la sortie de votre épisode. On évoquait avec Thierry Pommel et puis le cavalier français aussi Thomas Lévesque et ainsi que l'ancienne groom de Philippe Rosier, Maud Ligouza, la difficulté aussi de ce sport de perdurer, de se pérenniser à haut niveau, quand on sait que ces cavaliers-là, ils partent quasiment du mardi ou du mercredi au dimanche, presque toutes les semaines maintenant. À l'époque, il y avait une pause hivernale qu'on ne voit plus. Et est-ce que c'est aussi une des problématiques que vous devez vous prendre en compte parce que vous gérez aussi un petit peu ce rapport humain, la gestion du cavalier et le cavalier prend forcément en compte aussi sa vie intime, sa vie personnelle. Est-ce que vous pensez que ça va être durable encore de continuer à envoyer nos athlètes toutes les semaines en compétition? Je crois qu'il n'y a pas un sport dans lequel les athlètes sont aussi sollicités et ont un emploi du temps aussi chargé, en fait. J'ai envie de vous parler d'une petite anecdote de Grégory Watley, un cavalier que j'apprécie beaucoup, qui a gagné le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle il y a maintenant 3 ans. Et on était à la fin du Grand Prix avec lui, avec mon épouse, et on discutait. Et vient la discussion, là, tu vas rentrer chez toi et demain, et il a dit demain matin à 6h30, je serai sur mon premier 5 ans. Et en fait, c'est vraiment ça la vie du cavalier, c'est-à-dire que, comme vous le dites, il part du mardi au mercredi en compétition, dimanche soir il rentre, le lundi, mardi il faut monter, mais à côté de ça, il a souvent une vie privée, il a des demandes des médias, il a des demandes de partenaires. Il y a quand même passablement de cavaliers, heureusement, qui ont des partenaires, des sponsors, et ils ont du coup des obligations qu'ils doivent exécuter pour eux. Donc,
c'est pas seulement du 5 jours sur 7 plus 2 jours où on monte à cheval, c'est du 365 jours par an. Vous connaissez peu de cavaliers qui partent, j'imagine, en vacances 2 semaines en été, 10 jours en octobre, et puis qui à Noël vont encore skier pendant 3 semaines. Ça n'existe pas. Mais par contre, le rythme des compétitions est en fait dicté par le système actuel. Parce que si vous décidez de faire un break, eh ben vous allez perdre des points dans le ranking. Et si vous perdez des points dans le ranking, vous n'êtes plus invité. Voilà, on l'a bien vu, tous les concours qu'on vient de citer. Si vous n'êtes pas tout en haut, vous ne les faites pas, à moins que vous fassiez partie d'une équipe ou que vous ayez quelqu'un qui soit là pour vous. Après, c'est la liberté individuelle aussi de chaque cavalier de décider ce qu'il fait ou non. Moi, je suis leur chef d'équipe, mais je ne vais pas dicter la manière dont ils doivent gérer leur carrière 365 jours par an. Vous pouvez tourner la chose dans l'autre sens. Il y a des cavaliers qui ne pourraient pas se passer de cette vie-là, qui seraient malheureux s'ils n'étaient pas sur la route, dans les avions. Et en même temps, maintenant qu'il y a eu ce lockdown et toute cette pandémie du Covid, vous entendez beaucoup de cavaliers qui ont dit « Ah, mais ça fait du bien, en fait. » C'est la plupart des cavaliers ont parlé de ça. On dit au début c'était dur et en fait on s'est rendu compte que finalement souffler un peu, peut-être que ça va donner une leçon à notre sport, peut-être de se dire voilà, on a peut-être moins besoin de courir, mais c'est le système actuel qui veut ça. Si vous faites pas de points, vous n'avez plus de chance. Et puis derrière, il y a aussi toute la dimension d'une vie de cavalier, parce que ce sont des chevaux, pas une raquette qu'on met dans un placard. Donc même si vous n'allez pas en compétition, vous pouvez pas vous permettre pendant 3 semaines de nouveau d'aller sur une plage. Peut-être que certains le font parce qu'ils ont le système qui le permet, mais ils sont rares. Donc c'est un choix de vie au départ, mais je pense que le nombre de concours et le système justement de course au point est très problématique, mais cet épisode très compliqué, très particulier qu'on est tous en train de vivre va peut-être faire prendre conscience de certaines choses, du moins je l'espère, et j'espère qu'on écoutera surtout ceux qui sont sur le terrain, je le redis, les cavaliers, les chefs de piste, les entraîneurs, et qui puissent être intégrés aux décisions qui seront prises pour l'avenir. Et après l'avenir aussi, et ça c'est aussi inquiétant, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les différents événements qu'on voit aujourd'hui. Parce que aujourd'hui on parle de crise sanitaire et c'est bien normal, mais la crise économique va toucher tout le monde et aussi le secteur de l'événementiel et aussi le secteur de l'événementiel équestre. Est-ce que tous les concours vont réussir à se relever? Est-ce que malheureusement il y en a qui n'arriveront plus à relever la tête? Tout ça, ça va être des questions et on va devoir se rebondir après cette pandémie comme plein d'autres secteurs. Vous êtes journaliste sportif de formation initiale, vous avez œuvré à la télévision au sein de Radio Régionale, vous avez également travaillé pour le mensuel hippique suisse, donc le Cavalier Roman, vous l'avez cité. Au sujet de la médiatisation des sports équestres, vous aviez exprimé dans une interview, je vous cite, que notre sport vit une période où l'on cherche à la démocratiser, le médiatiser auprès du grand public, le rendre plus accessible, et l'innovation permet aux médias de rendre cela possible. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre point de vue sur la médiatisation de ce sport de haut niveau, et d'après vous, comment faire pour rendre notre sport plus médiatique ? Si j'avais la réponse, j'adorerais. C'est la question de la décennie, ça. Non, si j'avais la réponse, j'adorerais vous la donner. Et s'il y avait une solution toute faite, je pense que quelqu'un l'aurait déjà trouvé avant moi. Par contre, comme je vous disais, en Suisse, on a cette chance-là d'avoir 2 moteurs incroyables que sont Steve et Martin, et d'autres aussi qui sont là, mais Steve et Martin qui sont en tête du classement mondial, où déjà ça permet de faire en sorte qu'on parle plus de notre sport. Après, je pense que ce que les gens doivent comprendre, on va pas se leurrer, certaines personnes, certaines parties de la population a l'impression que ce sport est inaccessible, réservé à une certaine élite. Enfin, tout le monde qui pratique ce sport-là ou qui aime ce sport-là a entendu ça des dizaines de fois. De toute manière, c'est un sport de riches et voilà. Mais est-ce que vous connaissez un autre sport sur cette terre qui rassemble et passionne et permet d'inclure des gens de tant de milieux différents? Ça n'existe pas. Un cheval, il naît dans un pré, dans un box, chez un éleveur passionné, qui fait ça par passion, qui fait naître ses chevaux, qui se saigne 365 jours par année, parce qu'on parle de la vie des cavaliers, mais la vie des éleveurs
elle est très compliquée et ils sont pas non plus sous les feux de la rampe. Donc ils sont dans l'ombre, souvent on les oublie. Et c'est pour ça que si à l'avenir, d'ailleurs il y a un projet, si à l'avenir les éleveurs pouvaient de temps en temps recevoir une petite partie de ce qu'un cheval a pu gagner dans sa carrière, ce serait quand même merveilleux parce que ce sont des gens au départ qui sont dans le milieu, je dirais, agricole. Ensuite, vous avez des gens qui montent des jeunes chevaux, qui sont pas non plus sous les feux de la rampe, qui tombent 4 fois par semaine avec des 3, 4, 5 ans et qui essayent de les former. Ensuite, vous avez des cavaliers qui les amènent encore au haut niveau. Après, vous avez des marchands de chevaux qui sont là pour vendre des chevaux de l'élite, mais aussi des chevaux aux amateurs. Pour ceux vous avez une manne de gens. Bien sûr que dans ce milieu-là, il y a des gens qui ont des moyens, mais heureusement, on ne pourrait pas faire ce sport-là sans cette passion pour ces gens et on doit être que reconnaissant auprès des propriétaires. Mais je pense que notre sport a subi un peu cette stigmatisation de sport de riches inaccessibles et ce qui n'est pas du tout vrai. Vous avez vraiment ce panel extrêmement large de gens, de secteurs, de milieux, différents et personne en fait ne le voit assez bien quand il n'est pas impliqué dans notre sport. Donc je pense que là on a un gros travail à faire pour ça et c'est un sport avec un animal, c'est merveilleux. C'est assez rare de parler avec quelqu'un qui jamais n'a eu un contact avec un cheval, que ce soit il a une cousine, une tante ou qui monte à cheval, il a un ami qui a fait un peu de compétition. Tout le monde à un moment ou un autre, je suis sûr, quelqu'un dans son entourage, où vous pouvez demander à qui vous voulez, quelqu'un a un souvenir avec un cheval. C'est une certitude. Et c'est sur ces choses-là qu'on doit capitaliser et on doit raconter des histoires. On ne doit pas seulement dire, voilà, superbe, première place dans le Grand Prix. Non, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Il y a des éleveurs, comment le cheval a été trouvé, comment... On parle beaucoup de Steve et c'est normal, mais l'histoire de Victorio Defrottard, elle est incroyable. Ce cheval, on savait pas très bien ce qu'il allait donner. Clooney, la même chose. C'est un cheval, on se disait bon, bah oui, il a des moyens, mais il avait pas de dents. Enfin, c'était quand même un petit peu particulier. Toutes ces histoires-là sont captivantes. Et si on arrive à raconter des histoires et des histoires humaines et l'humain qui aime l'animal et qu'on revient à cette base-là, je suis sûr qu'on arrivera à intéresser non pas que les médias sportifs, mais aussi les médias généralistes. Mais ils commencent à le faire, c'est bien. Mais c'est long, ça va être long. On a rapidement scanné dans l'introduction donc l'ensemble des métiers, des missions que vous avez déjà portées. Donc de speaker à sous-directeur du CHI, on n'a pas encore évoqué, mais je vais le rajouter à la liste. Vous avez été aussi chargé de la gestion des relations de presse de Steve pendant un temps, si je me trompe pas. J'aimerais bien savoir, est-ce que toutes ces casquettes, est-ce que toutes ces missions sont aujourd'hui autant de cartes que vous avez en main pour mener à bien votre rôle au sein de l'équipe suisse? Oui, c'est sûr. J'ai répondu tout de suite. J'ai pas eu beaucoup d'hésitation. Non, c'est sûr que chaque pièce de ce petit puzzle permet d'avancer à un moment ou à un autre dans ce rôle de chef d'équipe. Les médias, par exemple, moi, j'attache beaucoup d'importance à la relation que je vais avoir à l'avenir avec les journalistes, avec ce que je viens de vous dire. Si je commence à tourner le dos aux médias et que je suis pas là pour y répondre, ça va pas. Et je suis pas là pour répondre seulement quand tout est joli. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Je serai là aussi pour y répondre s'il y a des choses qui ne vont pas et je vais pas me braquer ou m'offusquer contre quelqu'un qui fera des critiques. C'est le métier de journaliste tant qu'elle est constructive et objective. Métier d'organisateur que j'exerce toujours parce que je suis toujours au CHI de Genève. Évidemment, quand vous arrivez sur un événement, vous comprenez beaucoup mieux les problématiques des organisateurs. Vous pouvez aussi mieux appréhender un événement, comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise ou non. Après que vous soyez d'accord ou non, vous pouvez au moins l'analyser. Et typiquement pour les schedules qui sont les avant-programmes qui sont rédigés avant chaque concours, ça fait 12 ans que je l'ai fait pour le CHI de Genève, donc un avant-programme, je sais où trouver l'info qu'il faut et je sais comment sont tournées les choses. Donc ça, ce sont des choses qui évidemment sont importantes et je comprends aussi cette problématique de l'organisateur de pas pouvoir inviter tout le monde et je pense pas du tout être le seul chef d'équipe à penser cela. Il y en a plein. Mais toutes ces facettes-là, évidemment, je les comprends. Et puis après, de nouveau, le domaine de la communication, je pense que c'est important d'être ouvert à l'autre et d'être à l'aise quand on parle avec quelqu'un dans ce métier-là, que ce soit le cavalier, son groom, son propriétaire, un journaliste, un partenaire d'épreuve, des sponsors de circuit, peu importe.
je suis quelqu'un qui adore la relation humaine, qui adore le dialogue, et je pense que, en effet, ce sont ces pièces du puzzle qui font ça, mais c'est pas parce que vous avez ces pièces du puzzle-là que la mission est simple, et je viens de commencer, et je le sais, j'ai plein de choses à apprendre et plein de choses à prouver. Donc c'est très bien d'avoir ces pièces du puzzle qui vont m'aider, mais maintenant il faut montrer que ces pièces-là sont au bon endroit pour aller dans le bon sens et construire un joli puzzle et puis pas un truc à l'envers, parce que ça n'aurait pas de sens. On l'a beaucoup évoqué dans cette interview et je voudrais aussi revenir dessus parce qu'il y a 1 an, tout pile, nous étions à la conférence que vous aviez organisée avec Steve, parcours d'un champion, si je ne me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelait. On avait beaucoup appris sur le parcours de Steve et vous semblez entretenir une relation assez étroite avec ce sportif. Vous avez dit d'ailleurs dans une autre interview qu'il était un véritable ami, franc et loyal. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur la relation que vous entretenez avec Steve Gerda et comment est-ce qu'elle s'est construite et aussi comment est-ce que vous arrivez à jongler aujourd'hui entre chef d'équipe et ami finalement? C'est une bonne question. Déjà, je pense que l'un et l'autre, on sait, voilà, il y a un moment où le chef d'équipe doit faire et dire des choses, et le cavalier doit faire et dire des choses à son chef d'équipe. Après, il y a quand même quelque chose aujourd'hui qu'il faut pas se cacher, c'est que Steve Gerda est un incontournable de cette équipe, ce qui facilite aussi quand même un tout petit peu la relation. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il y a évidemment aucune discussion sur sa place, et je croise les doigts pour que ça soit comme ça très 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 longtemps, pas pour moi, mais pour notre sport, parce que c'est un luxe et une chance immense d'avoir un cavalier comme ça. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Au départ, en fait, des concours hippiques que je suivais en tant que passionné, et ensuite en tant que journaliste. Alban Poudret aussi, très proche de la famille Gerda, donc on s'est liés d'amitié, je dirais, rapidement. Mais vraiment, le moment où on s'est liés d'amitié, c'est en fait quand il est revenu en 2005, quand il a terminé son aventure chez Jan Tops, et qu'il a refusé la nationalité ukrainienne proposée par Alexander Onichenko. Il est revenu en Suisse et il montait des épreuves 1m10 sur le circuit national, et c'est là, je dirais, où notre relation a vraiment grandi. Et ensuite, il a gagné le concours à Palexpo, et en 2006 avec Jaliska. Et depuis là, je dirais, voilà, ça a continué à grandir. En même temps, on se voyait pas souvent parce que lui était toujours en déplacement, mais voilà, on s'appelait. Quand on se voyait, on avait toujours du plaisir. Et je suis aussi très proche de son frère Yannick, qui est vraiment un grand ami, et en fait avec lequel, alors avant d'être chef d'équipe, parce que là maintenant c'est différent, mais avec lequel j'échange en fait encore plus qu'avec Steve, surtout lui il a une agence web, et c'est quelque chose qui me passionne. J'ai cette affinité avec eux, et ce que j'ai toujours apprécié, mais tant chez l'un que chez l'autre, et je vais reprendre ce que j'ai dit parce que simplement ce que je pense, sont des gens francs et loyaux, comme son père Philippe, avec lequel j'ai énormément discuté aussi avant d'accepter de prendre cette mission et d'essayer de construire un projet qui soit accepté aussi. La maman Christiane est une femme formidable, donc c'est une famille qui a des belles valeurs, des racines, et qui est une famille sur laquelle on peut toujours compter dans n'importe quelle circonstance. Et après, en 2012, en fait, c'était assez amusant parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour des médias en Suisse. Je commençais à me dire que fallait peut-être que je trouve une autre voie. J'étais plus très heureux. Et en discutant avec le frère de Steve, Yannick Gerda, il m'a dit mais viens, moi je propose une mission dans mon agence pour la communication et le marketing. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai commencé le 1er août 2012, et une semaine plus tard, on était assis dans le bureau d'Yannick à regarder les Jeux Olympiques, la finale individuelle. Et Steve a gagné avec Nino, et on a compris qu'il avait gagné. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit ton mandat vient de changer, on va créer une structure pour Steve. Donc lui est à la tête de cette structure encore aujourd'hui, c'est lui qui gère tout. Et du coup, j'ai apporté modestement mon aide là-dessus, notamment pour la gestion des médias, vu que je venais de là et que c'était quelque chose que je connaissais. Je dirais que là encore, notre relation a encore pris un nouvel élan. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que depuis que je le connais, il a toujours été le même. Il a été le même quand il était tout en haut, quand il a dû reprendre depuis tout en bas. C'est quand même incroyable, hein.
être aussi haut quand il était chez Jan Top, c'est revenir ici et monter des épreuves à 1m10, tout en disant je vais reconstruire, je vais prendre le temps. Il fallait être courageux, et c'était le même. Et ensuite, quand il a gagné Genève en 2006, ou après les championnats d'Europe 2009 avec l'équipe de Suisse, enfin tout ce qu'il a gagné, il n'a jamais changé, toujours été pareil. Et c'est là que vous reconnaissez la vraie valeur des gens. Et aujourd'hui, on a une relation aussi chef d'équipe cavalier, mais qui est toujours dans la franchise. C'est-à-dire qu'il va clairement me dire les choses, et moi je vais clairement lui dire les choses, et puis c'est pour ça que j'ai pas du tout peur que ça fonctionne. Je suis aussi très proche de Martin, et on se dit les choses, et on sait à quel moment on parle à l'ami, et on sait à quel moment on parle aux collègues de travail. C'est pas du tout le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, à celui avec lequel on vit nos rêves d'équipe. Je vais compléter cette fameuse interview dans laquelle vous aviez parlé de cet ami franc et loyal. Vous aviez aussi dit que c'était un cavalier qui se bat pour le sport juste et vrai. Du coup, j'aimerais bien savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est le sport juste et vrai ? C'est le sport à la méritocratie, pour reprendre ce terme-là. C'est-à-dire que le sport, quel qu'il soit, qu'on parle de sport équestre, qu'on parle de football, de basketball, de volleyball, n'importe quel sport, doit permettre aux meilleurs de se mettre en avant et d'avoir leur chance dans la discipline qu'ils pratiquent. Ce qui aujourd'hui n'est pas toujours le cas dans notre sport, comme on a déjà eu la possibilité d'évoquer tout à l'heure. Donc pour moi, le sport juste, c'est celui-ci, c'est-à-dire les jeunes talents, c'est-à-dire les gens talentueux mais qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire ceux qui sont très forts et installés tout en haut. Ça doit être un mélange de tout ça et permettre à ceux qui sont talentueux et qui ont la possibilité d'apporter quelque chose à leur nation via leur sport, de le faire. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas toujours le cas dans les sports équestres pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc pour moi, le vrai sport et le sport juste, c'est celui où ceux qui méritent d'être tout en haut le sont. Je crois que je vais bientôt clôturer cette interview. Ça a été, on l'imagine, une première année en tant que chef d'équipe plutôt compliquée. Quels sont du coup les prochains challenges que vous êtes fixés pour l'équipe à court, moyen terme en tant que chef de cette superbe équipe suisse? Alors, j'ai commencé en effet au 1er septembre en n'ayant pas grand-chose. On a quand même eu la chance en Suisse d'avoir un circuit national qui a pu fonctionner normalement durant l'été, avec un championnat suisse d'un bon niveau qui a aussi pu fonctionner normalement. Et ensuite, mon début de chef d'équipe, c'était de sélectionner des cavaliers pour des Coupes du Monde qui ont été annulées les unes après les autres. Donc, en effet, j'espère que ça sera un peu plus sympa à l'avenir, parce que là, il fallait appeler les cavaliers pour leur dire voilà, tu peux y aller, et ensuite leur dire désolé, en fait, tu pouvais y aller, mais ça n'aura pas lieu. Mais les échéances à moyen terme, je crois que vous l'avez compris à travers cette discussion, mais l'objectif principal, c'est, avec les Coupes des Nations dans lesquelles j'ai envie qu'on soit performant, d'amener l'équipe la plus performante avec un véritable esprit d'équipe dans les championnats. L'année prochaine, si tout va bien, croisons les doigts, on va avoir les Jeux Olympiques, plus les championnats d'Europe, plus la finale de la Coupe des Nations. On peut pas se dire on va tout gagner, mais dans l'ordre, c'est évidemment les Jeux Olympiques avec une médaille, équipe ou individuelle, et équipe et individuelle, on acceptera aussi. Les championnats d'Europe en objectif numéro 2. Et le maintien en division 1, évidemment, avec une bonne performance à Barcelone. Là, on va pas mettre d'objectifs chiffrés. Par contre, il s'agira l'année prochaine d'être dans le top 7 de la division 1, puisqu'ensuite, en 2022, le système changera, et il y a 3 équipes qui vont partir en division 2 à l'issue de la saison prochaine. Donc, il faut être dans le top 7 absolument pour pas se retrouver en division E et F en 2022. Puis après, on pensera déjà à la finale 2022. Cette année, il y aurait dû avoir 4 cavaliers suisses. C'était une première qualifiée pour la finale. J'aimerais bien pouvoir leur permettre d'être là aussi en 2022. Alors je dis leur permettre, c'est pas moi qui vais me qualifier, mais en tout cas leur donner l'opportunité de faire les étapes qui leur permettront de se qualifier pour la finale 2022. En espérant qu'il y ait une finale 2021 avant ça. Mais là, c'est pas nous qui décidons.
Michel, on vous souhaite beaucoup de succès à vous et à toute votre équipe et aussi une lumineuse année 2021 pour votre première année de mandat. Merci beaucoup, à vous. Merci. Cet épisode est déjà terminé, on espère qu'il vous a plu. On vous retrouve début d'année 2021 pour le prochain épisode et en attendant, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite!